Les gros plans aujourd'hui sur la Turquie et sur ses prétentions en mer Méditerranéenne et en mer Égée notamment, des prétentions qui mènent encore une fois à une crise diplomatique entre Ankara et Athènes, mais aussi avec l'Union européenne. Y a-t-il un risque d'embrasement entre ces deux nations rivales, deux pays longtemps ennemis, sur fond de guerre cette fois, des hydrocarbures, mais aussi de conflits culturels et religieux? Merci Didier Billon d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes. Vous êtes géopolitologue, spécialiste de la Turquie et directeur adjoint de l'IRIS. Merci aussi à vous, Slimane Zeguidour, de nous avoir rejoints. Vous êtes l'éditorialiste international de la rédaction de TV5 Monde. Première question, Didier Billon. Vous attendiez à ces nouveaux affrontements, pour le moment diplomatique, en Méditerranée orientale? Non, je ne m'y attendais pas, ce serait bien prétentieux, mais nous savons qu'il y a des différends qui existent entre la Grèce et la Turquie depuis des décennies, pour ne pas parler de la longue histoire. Et donc, sur laquelle on va revenir, bien évidemment. Absolument. Et donc, il y a toujours des points de fixation qui, bien sûr, ont été aggravés depuis quelques années à propos de la recherche et de l'exploitation potentielle des hydrocarbures qui se trouvent en Méditerranée orientale, plus la question de Chypre qui n'est toujours pas réglée. Tout cela fait beaucoup de dossiers. Ça fait beaucoup de dossiers. Et il y en a encore d'autres. Qu'est-ce qu'elle veut la Turquie aujourd'hui? Ne pas être exclue du grand gâteau gazier, si je peux m'exprimer ainsi, en mer Méditerranée? Oui, c'est exactement cela. Je pense qu'il faut éviter sur cette question, sur ce dossier compliqué, de raisonner en noir et blanc. Il ne faut pas avoir un raisonnement binaire. Il faut regarder simplement une carte de géographie et voir la configuration singulière non seulement de la mer Égée, de la situation de l'île de Chypre et donc de la côte sud des Turcs. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer appliquer mécaniquement le droit maritime international, parce qu'alors la mer Égée deviendrait purement et simplement un lac grec, ce que refusent les Turcs, et on peut le comprendre. Et puis la question de Chypre, parce que Chypre est toujours politiquement divisée. Je sais bien que Chypre, dit-on, fait partie de l'Union européenne, c'est un fait juridique. Mais quand on va sur l'île de Chypre, elle est divisée en deux. Donc, de facto, la question politique n'est pas réglée et ça dure depuis 1974. Alors, vous l'avez évoqué, il y a cette fameuse carte qu'on pourrait faire de la mer Méditerranée, avec notamment tout ce chapelet d'îles qu'on appelle le Dodécanèse, qui va jusqu'à Castello-Riso, qui est à 2 km des côtes turques. Slimane, on a l'impression, malgré tout, que justement, la Turquie, elle n'a pas beaucoup les moyens de pouvoir profiter de cette mer Méditerranée et de ses ressources. Et est-ce qu'on n'aurait pas, peut-être, en tout cas du côté du président Erdogan, le sentiment que ce n'est pas légitime, qu'il devrait avoir accès à ces ressources, notamment? Oui, c'est un abcès de fixation qui, comme le disait Didier, remonte à l'origine de la République turque. Et effectivement, il y a ces îlots qui sont parfois seulement de gros rochers, autour desquels, puisque selon le droit international, chaque bout de territoire a une zone économique qui est une partie donc de la mer ou de l'océan autour, qui appartient au pays qui a la souveraineté sur ces rochers. Donc les Turcs sont frustrés de voir qu'il y a une poussière de petites îles qui sont à portée de vue, qui sont face à leur plage, mais qui dépendent d'une Athènes qui est à 500 km. Et ils pensent que c'est là où ces eaux territoriales devraient leur revenir. Et d'ailleurs, ils ont mis un bémol là-dessus. Depuis quelques jours, ils parlent de partage des richesses sous-marines et non plus d'une revendication à 100% au profit de la Turquie. Est-ce qu'on peut utiliser cette image, Slimane, d'une sorte de forteresse que constitueraient ces îles, une forteresse européenne, qui empêcherait la Turquie, justement, de prospecter en mer Méditerranée? Alors, formellement, si on se réfère au droit maritime international, les zones économiques qui sont autour de ces îles relèvent de la souveraineté grecque. Mais si on applique jusqu'au bout ce principe, ça veut dire que les Turcs n'auront droit qu'à aller nager sur leur littoral qui est quand même de 700-800 km, seulement nager, peut-être envoyer quelques felouks, faire de la pêche, sinon elles empiéteraient sur le territoire, sur la zone grecque. C'est difficilement gérable, surtout si on pense que la Turquie est un immense pays de 80 millions d'habitants. La Turquie, c'est 10 millions d'habitants en face, plus tout l'arrière-plan. Oui, la Grèce, c'est 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants, pardon, la Grèce. Donc tout cela, plus l'histoire chargée, la Grèce a
été une possession ottomane pendant des siècles. Et à partir du XVe siècle, hein, je crois 14e, 15e, 16e siècle, il y a eu énormément de conquêtes successives, justement. De conquêtes et d'échanges. Il faut rappeler qu'un quart des sultans ottomans avaient une mère grecque et que la maison natale d'Atatürk, le père de la République actuelle, est en Thessalonique, est en Grèce. Didier Billon, justement, cette histoire entre la Grèce et la Turquie, et ce qu'était l'Empire ottoman aussi à l'époque, fait que justement leurs deux histoires sont extrêmement imbriquées. Est-ce que aujourd'hui, il y a encore, chez certains Turcs, la nostalgie de cet Empire ottoman, et la nostalgie aussi que la Grèce était un membre de cet Empire ottoman. Est-ce qu'il y a ça ou pas? Ça existe ? Monsieur Erdogan multiplie depuis des années des références sempiternelles à la gloire de l'Empire ottoman. Et il essaye donc de susciter cette réaction au sein de la population et des citoyens turcs. Je crois qu'en réalité, il n'y a pas véritablement de regret ou de nostalgie de cette période dans la population. Vous savez, les Turcs aujourd'hui, comme la plupart des autres peuples du monde, sont préoccupés par les effets de la crise, par la pandémie, et donc se réfèrent assez peu à la gloire passée de l'Empire ottoman. Ils sont fiers d'être turcs, ils sont fiers de leur histoire, ça c'est incontestable. Le nationalisme turc est une donnée sans laquelle on ne peut pas comprendre les dynamiques politiques à l'œuvre. Ça c'est vrai. Je n'irai pas jusqu'à parler pour ma part de nostalgie de l'Empire ottoman, en dépit des efforts que fait M. Erdogan en ce sens. Car désormais, alors surtout actuellement en période de tension et de crise, il ponctue tous ses discours, et ces discours sont nombreux, quasi quotidiens, de référence à l'Empire ottoman. Mais au sein de la population, je ne crois pas que ça se pose en ces termes. Là, vous parliez justement de ces tensions actuelles. On va faire le point sur ce qui se passe justement en Méditerranée orientale, sur les enjeux énergétiques évidemment, économiques, avec Mévalo. La Méditerranée orientale, la mer de toutes les discordes. La Grèce manœuvre, soutenue par ses alliés européens, Chypre, l'Italie et la France, qui mettent en garde. La Méditerranée orientale se transforme en un espace de tension. Le respect du droit international doit être la règle et non l'exception. Avec nos partenaires chypriotes, grecs et italiens, nous entamons un exercice militaire dès aujourd'hui avec des moyens aériens et maritimes. À l'origine de cette démonstration de force, ce navire turc de recherche sismique, déployé le 10 août au large de l'île Castellorizo, située à 2 km de la Turquie, mais grecque. L'objectif ? Sonder les sols riches en gisements gaziers de cette partie de la Méditerranée orientale, la mer Égée. De quoi provoquer la colère d'Athènes. La Grèce défendra sa souveraineté et ses droits souverains. Nous appelons la Turquie à quitter sans délai le plateau continental grec. Or, la Turquie conteste depuis toujours le partage des eaux territoriales de la mer Égée, qui l'enferme et qui la prive de ressources en hydrocarbures dont la découverte ces dernières années attise l'appétit des pays riverains et même au-delà. Acculée, la Grèce appelle à l'aide l'Union européenne. La France répond militairement en manœuvrant aux côtés des forces grecques quelques jours plus tard. Ankara accuse alors Paris de se comporter en caïd. La solution en Méditerranée orientale passe par le dialogue et les négociations. Si nous agissons avec bon sens, une formule gagnant-gagnant et qui protège les droits de tous peut être trouvée. La carte de la diplomatie, c'est l'Allemagne qui la joue, auprès des autorités grecques comme des autorités turques. La situation actuelle en Méditerranée orientale équivaut à jouer avec le feu. Chaque petite étincelle peut mener à une catastrophe et personne ne peut avoir d'intérêt à une confrontation militaire entre des partenaires de l'OTAN et leurs voisins, vraiment pas. Mais ni la méthode douce, ni la méthode forte ne fonctionnent. Une fois de plus, ce mercredi, le président Erdogan se montre inflexible. Ceux qui veulent s'opposer à nous et qui sont prêts à en payer le prix, qu'ils le fassent. Sinon, qu'ils s'écartent de notre chemin et nous ferons notre propre travail. Fidèle à lui-même, Erdogan tient en respect ses rivaux. Mais jusqu'où ira-t-il? Beaucoup voient dans sa détermination un geste destiné avant tout à son électorat qui s'érode. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez, Didier Billon, un geste qui serait destiné à flatter son électorat, montrer les gros bras face à la Grèce et l'Union européenne? On peut pas, c'est un des paramètres. Les facteurs de politique intérieure jouent incontestablement, mais je ne crois pas que ce soit le paramètre principal.
pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, c'est-à-dire que les contentieux, les différences sont tout à fait réelles. Et quand on se réfère au droit international maritime, il faut se souvenir que la Turquie n'a jamais signé ni ratifié cette convention internationale dite de Montego Bay qui date de 1982. Et en même temps, elle essaie aussi de signer d'autres accords, notamment dernièrement avec la Libye, ce qui a beaucoup agacé les Grecs. C'est pour le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'au mois de novembre dernier, la Turquie, au vu de la situation géographique que nous avons décrite précédemment, a signé une convention avec le gouvernement officiel reconnu par les Nations Unies. Absolument. Pas celui du maréchal Haftar. Et donc, quand on regarde les cartes, d'ailleurs, ce n'est pas très habile de la part des Turcs, puisqu'il y a une sorte de couloir dessiné au cordeau à travers la Méditerranée, mais alors qui exclut là les Grecs, de grosses îles grecques, pas des îlots, la Crète par exemple, de cet accord et de la possibilité pour les Crétois d'accéder à leur mer territoriale. Donc vous voyez, il y a une sorte de surenchère et comme le dit votre reportage, nous sommes dans une situation de tension extrême où les incidents peuvent se multiplier. Je ne crois pas du tout à la possibilité d'un embrasement sous-régional général, ça je ne le pense pas, et j'espère ne pas me tromper, mais nous ne sommes pas à l'abri d'incidents, et d'ailleurs, au cours des derniers jours, aux dernières semaines, il y en a déjà eu. Mais quel type d'incident alors ? Vous savez, simplement, quand on voit ces navires qui font plusieurs dizaines ou centaines de tonnes, donc ce ne sont pas des dériveurs de plage, ni des pédalos, qui se foncent dessus, il y a une inertie. Alors même si les commandants de ces navires sont très experts dans la manœuvre, on n'est pas à l'abri de frottements, comme on dit en langage maritime. Et d'ailleurs, les petits frottements, ils ont eu lieu déjà sur le plan aérien. Alors, où depuis des années, fréquemment, des avions turcs et grecs se frôlent et parfois se percutent les uns les autres. Oui. Alors, on entend, on l'a vu dans le reportage, le président Erdogan souffler le chaud et le froid, appeler au dialogue et en même temps avoir une sémantique guerrière. Slimane, il a dit aujourd'hui encore, nous ne ferons aucune concession, appelant la Grèce à se garder de commettre de toute erreur qui ouvrirait la voie à leur ruine. C'est fort, non, quand même. Mais est-ce que, Slimane, à votre avis, vous pensez qu'il pourrait aller jusqu'à un affrontement militaire ou pas ? Alors, symptomatiquement, il a fait cette déclaration. Les images qu'on vient de voir commémorent la bataille de Manzikert, qui a eu lieu en 1071, qui est la première grande victoire des Turcs contre les Byzantins. Ce n'est pas innocent que ce jour-là, regardez, là on le voit, donc il célèbre cette victoire, ce qui est un clin d'œil aussi à la Grèce. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir un affrontement militaire entre deux membres de l'OTAN? La Turquie, il faut bien le rappeler. La Turquie est la deuxième armée de l'OTAN. Ce qui veut dire que les officiers grecs et turcs sont formés selon les mêmes standards, dans les mêmes écoles, se connaissent, que les matériels militaires des uns et des autres sont formateurs. Par exemple, les bateaux de guerre turcs qui accompagnent le bateau prospecteur sont des bateaux français équipés de missiles Exocet français. Donc on est en famille d'une certaine manière. Donc une guerre entre des dérapages, c'est possible. Des incidents graves, peut-être meurtriers, c'est possible, mais une conflagration... Je ne le crois pas. D'ailleurs, en 1974, quand l'armée turque a envahi Chypre et qu'il y a eu des affrontements et des morts, les deux armées ne sont pas entrées en conflit au point que la Grèce s'est retirée de l'OTAN parce que l'OTAN, selon elle, n'avait pas empêché les Turcs d'envahir Chypre. Mais justement, je voudrais revenir aussi sur le rôle des États-Unis, qui aujourd'hui ont mené des exercices militaires avec la Turquie, la marine américaine, donc était avec la Grèce. Avec la Grèce. Avec la Grèce, oui, pardon, justement. Pour quelles raisons les États-Unis ont fait cela? Pour dire justement aussi aux Turcs, vous faites partie de l'OTAN, nous aussi. Calmez-vous. Est-ce qu'il y a cette volonté-là, à votre avis, sachant aussi qu'il y a cette base de l'OTAN en Turquie, qui est Incirlik, si je le prononce bien, où il y a énormément... Qui est une des plus importantes, voilà, où il y a énormément des armes nucléaires tactiques qui sont proposées. Et surtout, il y a aussi beaucoup de militaires américains qui gèrent l'Afghanistan et tout ça. Donc c'est vrai que là, il y a un imbriquement, enfin je ne sais pas si c'est un bon terme, si j'invente aussi, mais il y a une imbrication, pardon. Voilà, on a l'impression que ça y est, tous les acteurs internationaux sont là, sont en train de dire peut-être on calme le jeu, Slimane l'a dit, on fait peut-être partie d'une même famille.
Oui, alors c'est un jeu compliqué. Déjà, pour comprendre la politique extérieure des États-Unis, c'est un peu compliqué depuis quelques années. Là, ils ont plutôt choisi de jouer la carte grecque. Il y a ces manœuvres navales qui ont commencé il y a quelques heures maintenant. Mais c'est avec les Turcs. Hein. Je reviens, en fait, on me le dit à l'oreillette, c'est bien ce que j'avais lu, c'est bien avec les Turcs. Ah non, il y a aussi des manœuvres navales grecques. D'accord. Non, parce que ce que je crois sur le fond, et pour aller à l'essentiel, c'est que en dépit des turbulences qui existent entre la Turquie et l'OTAN sur un certain nombre de dossiers. Rappelons-nous aussi, par exemple, qu'il y a un tout petit peu plus d'un an, c'était au mois de juillet 2019, il y a eu le déploiement des missiles antimissiles de fabrication russe sur le sol turc. Donc tout cela suscite des questions au sein de l'OTAN. Pour autant, ni les Turcs n'ont envie de quitter l'OTAN parce que pour eux, c'est une assurance sécurité fondamentale. Et pour les raisons évoquées, la présence de la base américaine d'Injirlik, la question de l'Afghanistan, la question du Moyen-Orient, d'une façon plus générale. Les décisionnaires du département d'État à Washington considèrent que la Turquie reste un élément indispensable de la stabilité régionale, en dépit des turbulences. Oui, depuis la guerre froide, la Turquie fait office de rempart du flanc sud-est de l'OTAN, clairement. Vis-à-vis de la Russie et aujourd'hui vis-à-vis de l'Iran, de l'Afghanistan. Alors, la tactique des Turcs, c'est très habituel, c'est pas seulement M. Erdogan, c'est de tirer sur la corde toujours au maximum pour avoir le maximum d'acquis à leurs revendications. C'est pas toujours totalement maîtrisé, pas toujours habile. Et on le voit d'ailleurs dans les déclarations de Erdogan, il y a des aspects contradictoires. Donc c'est le chaud et le froid, comme vous disiez. Mais ça s'est souvent révélé payant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi cette question que je voudrais aborder, on arrive à la fin de cet entretien, c'est le fait que le président Erdogan ait décidé de reconvertir à Istanbul Sainte-Sophie et Saint-Sauveur Incora. Pour quelles raisons fait-il cela? C'est aussi une provocation à l'encontre des Grecs, encore une fois? Non, je pense que là, c'est plutôt ce qu'on a effleuré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le paramètre de la politique intérieure. Et donc, il y a eu beaucoup de protestations au niveau international contre la transformation de ce musée en mosquée. Mais c'est pour Erdogan la façon d'affirmer, alors c'est sûrement maladroit, mais d'affirmer qu'il décide que la Turquie est un État souverain et que personne ne peut lui dicter sa voie. Je ne crois pas qu'on puisse parler de provocation. On peut considérer que ce n'est pas totalement habile, que ce n'est pas totalement contrôlé, mais comprenons bien qu'en Turquie, pas seulement chez les électeurs de M. Erdogan, cette décision de retransformer Sainte-Sophie en mosquée est plutôt bien passée au sein de l'opinion publique. Donc c'est un facteur dont il faut tenir compte parce que cet homme-là fait de la politique et c'est souvent, et vous me pardonnez l'expression, un animal politique. Donc il sait comment réagit son opinion publique. Et il y a peut-être aussi à ajouter à ce que disait Didier Billon un élément peut-être personnel, parce que Erdogan est né à Istanbul, il a été maire de cette ville, son parti a régné son partage sur cette ville pendant très longtemps, sauf que depuis l'année dernière, son parti a perdu Istanbul et d'une certaine manière chassé par la politique d'Istanbul, il revient. Il essaye de revenir dans cette ville, comme le conquérant Mehmed II en 1453. Il réoccupe. D'ailleurs, il évoque souvent ce premier conquérant de Constantinople, d'Istanbul. C'est comme il revient dans sa peau comme reconquérant d'Istanbul. Merci Slimane, merci Didier Billon. On va terminer sur cette note historique. Merci à vous d'avoir été avec nous.